Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loaz au micro pour 2 épisodes consacrés aux révolutions. Dans l'émission diffusée demain, mardi 8 mars, vous retrouverez le débat organisé par la Société d'Histoire de 1848 dans le cadre des Mercredis des Révolutions à la mairie du 18e à Paris sur les révolutions en Amérique latine. L'occasion de rappeler que cette université populaire qui se tient une fois par mois redémarre de façon plus stable après quelques déboires dus à la pandémie. Vous retrouverez régulièrement dans le podcast les séances qui ont été enregistrées. Dans l'émission du jour, on parle des révolutions de la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, avec David Bell, dont un livre important vient d'être traduit par les éditions Fayard. Vous retrouvez toutes les références de l'émission du jour sur le site parolehistoire.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, sur la chaîne YouTube également de Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec David Bell, professeur à l'université de Princeton. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier en traduction française Le culte des chefs, charisme et pouvoir à l'âge des révolutions aux éditions Fayard, qui est un livre passionnant qui réinterprète d'une certaine manière la période des révolutions de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, à travers la question des grands hommes, des grands personnages. Et peut-être que pour expliquer, en tout cas pour commencer le sens du livre, on peut partir de son titre en anglais, Men on Horseback. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en choisissant ce titre difficilement traduisible en français, de ces hommes à cheval? Mais j'ai voulu faire plusieurs choses avec ce titre en anglais. Tout d'abord, la phrase man on horseback, the man on horseback, ça veut dire généralement celui qui fait un coup d'État, celui qui est le dictateur, le général qui prend le pouvoir. Donc c'était ça en partie, mais aussi j'ai voulu évoquer le monde de la fin du XVIIIe siècle parce qu'en fait, les personnages que j'ai étudiés, ils étaient tous de grands cavaliers, ou ils voulaient se faire passer pour des grands cavaliers. Napoléon Bonaparte, en effet, il ne l'était pas, mais il voulait être connu pour en être. Et puis, c'était une manière aussi de pointer l'attention sur le côté masculin, la virilité, c'est vraiment des hommes à cheval, parce qu'à l'époque, pour être un grand leader charismatique, révolutionnaire, il fallait vraiment être non seulement masculin, mais il fallait être une figure de force, une figure de militaire, quelqu'un qui pouvait d'une certaine manière dominer les autres. Quels sont les points communs entre les 5 personnages que vous étudiez, c'est-à-dire Pascal Paoli le Corse, George Washington, Napoléon Bonaparte, Toussaint Louverture, Simon Bolivar? On pourrait être surpris de les voir tous ensemble, en dehors de la période d'une quarantaine d'années qui les voit agir. Quel est pour vous le point commun qui justifie de les étudier ensemble? Mais ils étaient tous les 5 des hommes qui ont dominé leur pays au moment révolutionnaire. Ils étaient tous vus comme des pères fondateurs de leur nation. Même Napoléon Bonaparte, évidemment, c'était une vieille nation, la France, mais d'une certaine manière, était vu comme le régénérateur de la France, celui qui a redonné naissance à son pays. Les 4 autres ont été vus comme les pères de leur patrie. Donc il y a déjà ça. Ils étaient de grandes figures révolutionnaires tous. Ils étaient aussi très liés avec les nouvelles constitutions de leur pays. Ils étaient des généraux. Et puis, ils ont appris des choses l'un de l'autre. Paoli, qui était le premier, c'était le leader de l'État indépendant corse qui a existé pendant un bref moment, au milieu du XVIIIe siècle. Mais maintenant, il n'est pas entièrement oublié, surtout pas en France, dans le reste du monde, oui, mais il était un peu le modèle pour les autres. Pour Bonaparte, c'est plus ou moins évident, parce que Bonaparte vraiment adorait Paoli, il aimait beaucoup la légende de Paoli, mais même par exemple en Amérique du Nord, la légende de Paoli était partout au milieu du XVIIIe siècle, et pour les Américains qui voulaient faire la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, c'est l'image de cet insulaire qui a fait une guerre d'indépendance tout d'abord contre Gênes et puis contre la France, était une inspiration. Il était aussi le modèle de quelqu'un de génie, un modèle de vertu, un modèle d'homme de la liberté, parce que les 5 hommes aussi ont voulu incarner d'une certaine manière la liberté. Même Bonaparte, au moins au début, il se présentait comme le bon servant de la République, celui qui incarnait lui aussi la liberté républicaine. Alors on touche avec cette idée au paradoxe central de votre livre, qui est, je trouve, compliqué à dénouer, que vous explorez, mais je ne sais pas si on trouvera toutes les clés pour permettre de le comprendre, c'est-à-dire que les révolutions dites démocratiques produisent des personnages qui concentrent
à certains moments la totalité des pouvoirs, qui font l'objet d'une adulation absolument incomparable. Là, il y a une tension entre ces deux phénomènes que vous rapprochez. Comment vous expliquez cette énigme qui est la génération d'hommes extraordinaires, hors du commun, grandioses, précisément au moment où les révolutions démocratiques tendent à abattre les figures d'autorité anciennes? Mais je voudrais tout d'abord rappeler qu'on parle très souvent de l'ère des révolutions démocratiques. Il y a même le titre d'une grande œuvre écrite par un de mes prédécesseurs de Princeton, Robert Palmer, qui s'appelait The Age of Democratic Revolution, l'âge de la révolution démocratique. Mais en fait, c'est un mésentendu d'une certaine manière, parce que presque toutes les révolutions, même s'ils commençaient d'une certaine manière à être démocrates, ils ont échoué. Ou au moins la démocratie a échoué. L'indépendance, la révolution n'a pas échoué nécessairement, mais la démocratie n'a pas duré. Uniquement aux États-Unis, et là, pas dans une mesure complète, parce qu'évidemment, il y avait la continuation de l'esclavage, et les États-Unis étaient pendant très très longtemps une démocratie très imparfaite. Donc, du coup, je voudrais dire que je voulais explorer précisément cette question de pourquoi la démocratie s'est échouée dans ces endroits. Et j'ai voulu aussi explorer le paradoxe de l'homme charismatique ou de la figure charismatique en révolution démocratique. Parce que d'une certaine manière, il y a dans tous ces nouveaux États, il y avait de grandes anxiétés autour de la question de représentation politique, autour de démocratie. À l'époque, la démocratie n'était pas vue comme quelque chose nécessairement positif. Les démocraties étaient vues comme le règne de la foule, même de la canaille. C'était quelque chose qu'il fallait éviter. James Madison, le père de la Constitution américaine, a écrit que les États-Unis n'étaient pas une démocratie, ils étaient une république, point, terminé. Robespierre, c'est un des premiers de l'époque de dire, voilà, la démocratie, c'est une bonne chose, on peut créer une démocratie dans un grand État. Mais il y avait ces anxiétés aussi, ces anxiétés autour de la représentation politique. Comment est-ce qu'on peut vouer son destin à un système abstrait, un système de règles, un système de lois? Comment peut-on faire confiance en quelqu'un contre lequel on a voté, qu'on n'aime pas politiquement? Et donc, ces figures charismatiques ont servi d'une manière à enraciner ces nouveaux systèmes dans les pays révolutionnaires. Washington, c'est un grand exemple parce que c'est lui qui présidait la Convention constitutionnelle américaine. S'il n'était pas là et s'il n'était pas prêt à devenir le premier président, à mon avis, c'est très peu probable que la Constitution américaine aurait été ratifiée par les États. Ou en tout cas, pas sous cette forme, avec un président avec autant de pouvoir. Oui, c'est ça. Et parce qu'on se méfiait précisément de cette idée d'un seul homme qui serait à la tête du pays comme ça, élu, mais pas élu par toute la population, mais élu uniquement par une partie de la population. Mais puis Washington était là, tout le monde le faisait confiance, tout le monde le connaissait depuis la guerre de l'indépendance américaine. Et donc on pensait, voilà, c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance, on peut lui confier nos destins politiques. Mais c'est une épée à double tranchant, parce que l'autre tranchant, évidemment, c'est que les liens intenses entre un homme ou une figure charismatique et un groupe de gens qui suivent peuvent être si forts que cette figure peut très facilement abréger la démocratie, faire un coup d'État, saisir le pouvoir absolu, comme c'était le cas pour Bonaparte, pour Bolivar, pour Toussaint Louverture aussi, dans une certaine mesure. Il y a ce paradoxe qu'on a commencé à explorer qui est fascinant entre des révolutions qui, même si elles ne sont pas pleinement démocratiques, utilisent quand même la rhétorique de l'anti-absolutisme, de la lutte contre le despotisme, dans le Common Sense de Thomas Paine par exemple, l'idée que le despotisme individuel doit être rejeté de Georges III, etc., mais qui aboutissent quand même à faire émerger des figures individuelles qui concentrent beaucoup de traits charismatiques qui leur donnent un pouvoir très étendu. Mais oui, absolument. Mais il y a une autre chose qui était en jeu dans toutes ces sociétés, parce que toutes ces sociétés étaient divisées, mais vraiment divisées. Les États-Unis, entre les États différents, aussi entre ceux qui avaient soutenu la Révolution, ceux qui avaient soutenu la couronne britannique. En France, bien sûr, il y avait toutes les divisions produites par la Révolution française. En Haïti, il y avait plusieurs guerres civiles au moment de la Révolution haïtienne. En Amérique du Sud aussi, des conflits absolument énormes, non seulement entre les colons et les Espagnols, mais entre les nouvelles sociétés, entre les groupes raciaux, entre beaucoup de groupes différents. Et donc, ces figures charismatiques pouvaient aussi se présenter comme
la figure d'unité, les figures de celui qui allait unifier les pays derrière eux et créer des nouvelles nations, mais des nations unifiées, et de les créer par acclamation, vraiment par participation très émotionnelle, très enthousiaste derrière eux. Alors c'est là qu'on touche à mon avis l'argument central du livre et qui est vraiment très intéressant, c'est ce qui est dans le sous-titre français, charisme et pouvoir à l'âge des révolutions. Vous reprenez le terme du charisme qui a été de manière célèbre évidemment mis en avant par Max Weber comme un des 3 types de domination pouvant exister, mais pas du tout d'une manière intemporelle, comme pouvait le faire Weber, mais en le contextualisant dans ce moment fin 18e, début 19e, où les sensibilités politiques changent, où l'écosystème médiatique change aussi. Alors est-ce qu'on peut donner quelques éléments pour comprendre qu'est-ce qui fait émerger une conception moderne du charisme ? Oui, c'est exactement ce que j'ai voulu démontrer dans mon livre, parce que très souvent on me pose la question, mais le charisme, est-ce quelque chose de moderne ? Évidemment non. Il y a plusieurs sortes de charisme. Max Weber, il a exploré le charisme parmi les prophètes, parmi les chamans anciens, dans beaucoup de contextes différents. Pour Weber, c'était un phénomène presque universel. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'était précisément de contextualiser, de le mettre dans le moment du XVIIIe siècle. Et là, comme vous le dites, il y avait plusieurs éléments qui se réunissaient autour pour créer une figure charismatique nouvelle. Tout d'abord, il y avait cette idée démocratique de souveraineté populaire, l'idée que si on voulait à la tête d'une nation, surtout d'une nation révolutionnaire, il fallait absolument être le représentant du peuple, d'exprimer un peu le vœu du peuple, pas simplement de régner sur le peuple, mais d'en être l'agent d'une certaine manière. Donc il y avait déjà ça, mais il y avait aussi ce nouveau écosystème médiatique qui était très important, parce que avant le milieu du XVIIIe siècle, si on voulait, par exemple, reconnaître le leader d'un pays, un roi, par exemple, comment est-ce qu'on pouvait le faire? Surtout par les pièces de monnaie, peut-être. Et on dit, par exemple, que Louis XVI était arrêté à Varennes en partie parce que quelqu'un l'avait reconnu d'après une pièce de monnaie. Mais comme vous le savez, les pièces de monnaie, c'est pas une image vraiment très exacte. Mais au milieu du XVIIIe siècle, on commençait à distribuer des gravures, des portraits gravés des leaders, des hommes, des femmes. Et en même temps, et même beaucoup plus important, on avait les journaux. Parce que tout d'un coup, on pouvait suivre de jour à l'autre la carrière d'un leader politique, de voir ses exploits, de voir ses relations avec tous les groupes dans la société. Et puis, il y avait un nouveau style aussi qui était très important pour ce nouveau écosystème médiatique. C'était le style du roman sentimental. C'est-à-dire l'idée qu'on pouvait non seulement suivre les exploits de quelqu'un, mais on pouvait les décrire d'une manière pour le présenter presque comme quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un qui, comme un ami, comme un parent. Et donc, pour donner un exemple, Paoli, il était connu tout d'abord en Angleterre par l'œuvre de James Boswell. C'était à l'époque un jeune Écossais, pas du tout connu. Il serait connu par la suite comme l'auteur de la grande biographie de Samuel Johnson qu'il a écrite. Mais il avait 23 ans, 24 ans. Il est allé en Europe pour voir les grands hommes. Il est allé voir Frédéric II, il n'a pas réussi. Il est allé voir Voltaire, Rousseau. Rousseau le reçoit en Suisse et lui dit il faut absolument aller voir le plus grand homme de notre ère, c'est Pascal Paoli. Donc Boswell, il y va, il s'en va en Corse, pour reprendre le titre d'un de mes chapitres, et il trouve Paoli, il en est absolument éberlué par Paoli, il croit que c'est le plus grand homme qui a jamais existé. Il rentre en Angleterre, il écrit un livre sur la Corse où il y a vraiment, le centre de ce livre est un portrait de Paoli, mais ce portrait s'est écrit de la manière d'un roman sentimental, et donc on voit beaucoup de passages qui sont mélodramatiques. On voit aussi beaucoup de passages où il décrit, par exemple, Paoli en état de déshabille, où il essaie de créer cette image de Paoli comme quelqu'un de très humain, de très unique, comme un caractère du roman. Et donc, ça crée un lien entre le lecteur ordinaire et ce personnage, juste comme les romans de l'époque voulaient créer des liens entre les lecteurs et les caractères des romans. C'est important parce que ça veut dire que ça distingue ce charisme du charisme pré-moderne, dont on a d'ailleurs des illustrations dans le livre, tel ou tel général qui est proche de ses soldats, mais c'est une proximité directe avec des gens qui le connaissent. Là, ce charisme, il s'étend à des populations considérables, on pourrait presque dire que ça joue sur les mêmes registres de ce que Benedict Anderson appelait les Imagined Communities, les communautés imaginées, c'est-à-dire un monde
de l'imprimé qui contribue à structurer un univers mental commun dans lequel des gens à distance apprennent à connaître, à reconnaître les mêmes individus, les mêmes valeurs, les mêmes perceptions, les mêmes sentiments nationaux, etc. Oui, c'est précisément ça. Et c'est pour Benedict Anderson, c'est surtout les journaux qui sont en jeu pour cela, pour créer ce sens d'une communauté. Et moi, je dirais tout simplement que c'est pas simplement une communauté collective, mais c'est une collective qui prend forme autour d'une figure, d'un individu particulier. Et ça, je ne pense pas que Benedict Anderson, il n'a pas prêté attention tellement à cet élément, mais je pense surtout au moment des révolutions de la fin du XVIIIe siècle. Et c'était vraiment d'une très grande importance, que les révolutions n'étaient pas simplement des événements abstraits ou des événements collectifs. C'était pas simplement l'action de tout un peuple, mais c'était l'action de tout un peuple autour d'un leader, autour d'un chef, autour de quelqu'un auquel il pouvait faire confiance. Alors, il y a eu des contradictions qui ont été apportées à votre livre, notamment, je pense à une table ronde sur H. Diplo avec plusieurs historiens et historiennes qui ont commenté votre livre. Vous avez répondu. C'est un débat intéressant, notamment sur la question de quand est-ce qu'on peut dater cette apparition du charisme moderne, parce qu'on pourrait dire, finalement, Frédéric le Grand en Prusse ou Cromwell au XVIIe siècle sont des figures qui jouent déjà de ce charisme, ou à la limite Louis XIV, qui déjà incarne une forme de centralisation autour de lui, d'écrits qu'il adule et qui le valorise comme un être hors du commun, etc. Vous avez des réponses à apporter à ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui change dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle ? Je pense qu'il y a décidément quelque chose qui change à cette époque. Louis XIV, c'est quelque chose de très intéressant parce que Louis XIV, évidemment, c'est une grande figure, c'est de l'histoire, c'est quelqu'un on peut dire qu'il a un certain charisme, absolument. Mais tout d'abord, d'où vient sa légitimité ? Sa légitimité vient du fait qu'il est le fils de Louis XIII et ça vient parce qu'il est loin de Dieu. Donc, sa légitimité, ça ne vient pas de ses propres qualités. C'est tout à fait différent pour un Paoli, pour un Washington, dont la légitimité politique est reconnue surtout à cause de leur qualité personnelle extraordinaire. Ça, c'est une chose. Pour une autre, il y a le fait quelles sont les relations entre Louis XIV et son peuple. Louis XIV dit très souvent que, les propagandistes de Louis XIV disent très souvent que le peuple français adore Louis XIV. Mais pourquoi l'aiment-ils ? C'est pas parce qu'ils l'ont choisi, c'est parce que c'est leur devoir. L'amour qu'ils portent au roi, c'est un peu comme l'amour qu'un enfant porte à ses parents. C'est-à-dire que c'est à la fois un amour et un devoir. C'est le devoir d'aimer. Mais au XVIIIe siècle, ce n'est plus le devoir d'aimer, c'est beaucoup plus le choix du peuple. Et aussi, Louis XIV, dont presque l'infinitude de portraits qu'il s'est fait faire de lui-même, on ne voit jamais Louis XIV entouré par des Français ordinaires. J'ai trouvé une peinture et de Louis XIV entouré par des Français ordinaires. Je me suis dit, oh là là, j'ai fait une grosse erreur. Mais en fait, c'était une peinture peinte au XIXe siècle. Et donc, mais au XVIIe siècle, absolument non, parce qu'entre lui et le peuple français, il y avait un gouffre qui aurait été impossible à surmonter. C'est ce gouffre que l'imprimé, justement, permet de combler lorsqu'on met en scène l'intimité de ces grands personnages que vous étudiez ? Oui, absolument. Et c'est non seulement grâce aux journaux, mais grâce aussi au statut du grand homme, qui est différent d'un roi, absolu. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Frédéric le Grand. Ça c'est quelque chose d'un peu différent, parce que lui, très souvent, il voulait être peint, il voulait être dépeint comme entouré de son peuple, soutenu par son propre peuple, et parlait beaucoup de l'amour de son peuple. Et Frédéric II, je vois comme une figure qui est un peu à cheval, pour ainsi dire, entre ces deux formes de charisme, parce que déjà, il s'approchait de ce nouveau charisme révolutionnaire. En fait, le modèle de Frédéric II, comme celui de Pierre le Grand en Russie aussi, était très important pour ceux qui faisaient l'image de Paoli ou de Washington. Ceci dit, il était toujours un monarque, il était un roi, et l'amour que son peuple lui apportait était aussi un devoir pour lui aussi. Il était un roi absolu. Et donc, même s'il y avait des points en commun que j'ai essayé de souligner dans mon livre, entre Frédéric II de Prusse et
Et par exemple, Washington, c'était pas exactement la même chose non plus. Il y avait des différences assez nettes. Il y a un thème qui court un peu en filigrane dans votre livre, il n'est pas au centre de l'analyse, mais il revient régulièrement, c'est la question de l'apparence physique, qui n'est pas univoque d'ailleurs, parce que on voit qu'il y a des personnages qui peuvent jouer de leur stature, par exemple George Washington, qui est grand, qui est admiré pour ça, et puis d'autres pour qui c'est plus compliqué, comme Toussaint Louverture, qui était assez chétif, ou Bonaparte, qui était pas forcément petit, mais en tout cas qui soignait pas au départ son apparence. D'autres encore qui même jouaient de leur laideur, comme Mirabeau, qui jouait là-dessus parce que ça fascinait, ça captait l'imagination du public. Donc, quel rôle vous attribuez à l'apparence physique dans la construction imaginaire, mentale du charisme politique dans cette période ? Mais il faut définir ce qu'on veut dire par l'apparence physique, parce que c'est vrai que Bonaparte, il n'était pas très grand, il avait la peau un peu jaune, tout le monde disait, Toussaint Louverture qui était, comme vous le dites, chétif. Washington, c'est le grand exemple, parce que lui, il faisait 2 mètres, il était non seulement grand, mais il était un homme très fort, tout le monde disait qu'il était plein de grâce physique. Les autres, pas tellement. Mais c'était aussi une question simplement de qualité extraordinaire qui peuvent être définies de manière différente. Donc pour Bonaparte, c'était jamais vraiment la physique, c'était plutôt pour Bonaparte du génie. Pour Bonaparte, ce qui le rendait extraordinaire, c'était pas sa force physique. Le courage, oui. Et ça, c'est important pour tous les 5. Le courage et le fait qu'ils étaient des cavaliers. Parce que et ils portaient des uniformes, ils étaient là sur des chevaux, et des chevaux vraiment magnifiques. Il faut se souvenir quelle impression on pouvait faire à l'époque si on était sur un cheval vraiment magnifique, un cheval de guerre, en plein uniforme, avec un sabre et tout. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Pour Washington, surtout, il y a un moment que j'ai décrit dans le livre, c'est le moment où Washington arrive pour prendre le commandement de l'armée continentale à Cambridge, Massachusetts, en 1775, et il arrive dans cette ville puritaine où tout le monde s'habille plutôt de noir, et lui, il est en plein uniforme sur un grand cheval avec une perruque et tout, et il est très grand, il est très beau, et tout le monde dit, mais c'est presque un dieu qui arrive chez nous. Bonaparte, évidemment, c'était quelque chose de différent, mais quand même, on savait dès le moment qu'on avait fait sa connaissance, qu'il était quelqu'un de vraiment extrêmement intelligent et aussi d'un courage personnel vraiment sans question. Parce que ça fait une vingtaine de fois au moins que Bonaparte a failli être tué sur le champ de bataille. Et tout le monde savait. Alors en même temps, vous montrez dans votre livre qu'il y a des qualités objectives qui font les grands hommes, mais que finalement l'autonomisation du culte du chef et de l'admiration existe même en dehors de ça, parce que ce soit pour Washington avec certaines défaites, que ce soit pour l'échec en Égypte de Bonaparte, finalement, il y a une sorte de machine charismatique qui continue à exister, même indépendamment d'échecs réels ou de difficultés réelles. Mais un des points que j'ai voulu souligner dans le livre, c'est que le charisme n'est jamais simplement question de qualité personnelle, qualité innée de la personne, mais le charisme, c'est toujours un genre de relation. C'est toujours une relation sociale, comme on dit, une relation réciproque. Si ces 5 hommes ont réussi à s'imposer et l'emporter dans leur pays, c'était pas uniquement à cause de leur propre qualité, de leur génie, de leur force, etc., de leur beauté, même pour Washington, c'était à cause des attentes des peuples de l'époque. En partie aussi à cause des anxiétés des peuples à l'époque. Il y avait un besoin d'un grand homme. Il y avait un besoin non seulement d'un grand homme, mais d'un grand homme, d'un héros, d'un leader militaire, d'un homme vu comme possédant des qualités extraordinaires. Et donc, les 5 sont entrés sur la scène, mais une scène qui était déjà préparée pour eux, pour ainsi dire. Des attentes des peuples de l'époque ou des attentes des élites cultivées ayant lu les classiques grecs et romains? Parce qu'on comprend aussi en vous lisant que ça joue beaucoup, cet imaginaire classique, et ça joue beaucoup pour une certaine couche de la société. Et tous les gens que vous citez qui écrivent des éloges incroyables à Bolivar, Washington, Bonaparte, etc., sont le plus souvent issus des élites lettrées.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est surtout la question des élites, mais aussi pas seulement des élites, parce que même les journaux étaient écrits en grande partie par les élites. Et on voit par exemple très souvent, même en Amérique du Sud, on voit les références classiques qui foisonnent, et on voit que ce sont les écrits d'une élite assez petite, écrites pour les élites urbaines, mais pas uniquement. Et ce qui est aussi très important, il faut comprendre que l'époque révolutionnaire, c'est une époque aussi de l'apprentissage des peuples, non seulement pour les systèmes politiques, mais aussi pour la culture politique de l'époque. C'est-à-dire que même si beaucoup de monde dont la population plus étendue n'a pas lu Virgile, n'a pas lu Tacite, n'a pas lu Plutarque, néanmoins, si les élites parlent de ça par des héros, ils reconnaissent les noms, ils reconnaissent les histoires, et ils apprennent par les journaux, par les pamphlets, par les livres de l'époque, par les gravures, etc. Ils apprennent ces histoires qui deviennent les leurs aussi. Ils les approprient. Et donc, les grands hommes sont reconnus pour ça. Et pour prendre l'exemple de la Venezuela, c'est le plus frappant. Beaucoup de monde a travaillé là-dessus. L'historienne américaine Cristina Soriano, Véronique Obrard, ici en France, plusieurs d'autres. Mais on voit qu'au début de la révolution vénézuélienne, il n'y avait pas un seul journal. À Caracas, il y avait un taux d'inalphabétisation assez grand dans la population, mais 30 ans plus tard, il y avait des douzaines de journaux, il y avait une littérature politique très étendue, le taux d'alphabétisation, surtout dans les villes, c'est monté assez sensiblement, et donc on voit cet apprentissage qui accompagne d'une certaine manière l'essor de ce culte des grands hommes. Quel lien vous faites entre la sécularisation religieuse et l'émergence de ce culte des grands hommes démocratiques ? Parce que derrière le culte, évidemment, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de substitution, une société qui prête moins d'attention aux rois désignés par Dieu et aux saints, se tournerait vers des figures de sauveurs laïques, en quelque sorte. Est-ce que ça joue un rôle pour vous ? Merci, c'est une question très intéressante. En effet, oui. Déjà, le mot charisme, mais c'est un mot évidemment que moi j'emploie, c'était pas du tout un mot employé à l'époque, mais le mot charisme suggère déjà qu'il y a une certaine qualité surnaturelle, une certaine qualité divine de ces personnes. Et on voit dans chaque cas que ces références, ces résonances religieuses étaient partout à l'époque. Surtout pour Washington, dans cette société protestante qui était la Nouvelle-Angleterre, les États-Unis à l'époque, on voit que Washington il était appelé une idole, il était appelé divin, semi-divin, comme Dieu. On parle de lui comme quelqu'un choisi par le ciel. Oui, l'instrument de la providence. L'instrument de l'homme providentiel, précisément. Dans la biographie que j'ai citée, la première grande biographie de George Washington, qui est publiée juste après sa mort, l'épilogue du livre, c'est littéralement la description de Washington qui entre au ciel. Et là où il retrouve ses amis, les anciens héros tués sur le champ de bataille, etc., qui lui donnent un accueil chaleureux devant les portes du ciel. Je pense qu'à l'époque, dans une société où on prenait son distance de la religion en politique, où on voulait créer cette séparation entre l'État et l'Église en politique, c'était une manière quand même de faire entrer dans la politique une certaine dimension religieuse sans que ce soit vraiment une dimension, sans que ce soit une dimension officielle. Bonaparte, par exemple, il y avait des petits catéchismes écrits pour des petits Français où il disait, par exemple, que Bonaparte allait faire tomber la pluie, par exemple, parce qu'il était près de Dieu. Bolivar un peu moins, mais Washington, très souvent, c'est encore une fois ses résonances. Et donc, et je pense que jusqu'à nos jours, même le mot charisme sert dans nos sociétés à nous à souligner le fait que ces figures politiques ne sont pas entièrement mortelles. Et donc, qu'on peut leur faire confiance, on peut les traiter on peut les traiter de quelque chose de différent. Ces 5 figures sont des hommes. Et non seulement ce sont des hommes, mais ce sont des hommes qui correspondent aussi à un certain type de rapport à la virilité, notamment dans ce qui est dit d'eux. Vous montrez très bien qu'au XVIIIe et début XIXe siècle, il peut y avoir des formes d'amitié ou d'admiration masculine très intenses, sans connotation sexuelle, mais qu'ils peuvent provoquer des sentiments chez d'autres qui les admirent, qui les aiment avec passion, et que c'est un des ressorts, finalement, de leur stature.
Oui, absolument. Je dirais que les cultes de ces hommes avaient un côté, une dimension érotique. C'est sûr, et qui était permis à l'époque précisément parce que les hommes ne faisaient pas des soucis d'être accusés d'homosexualité, de sodomie, s'ils exprimaient d'une manière vraiment très, même exagérée, leur amour envers ces personnages. On voit par exemple que Boswell, dans son livre, il dit à un moment que Paoli lui a pris par la main. Il a dit oui, je suis ton ami. Et Boswell dit je peux pas écrire ici les sentiments que j'avais à l'époque parce que on m'accuserait d'être trop enthousiaste. C'est presque un petit clin d'œil en disant qu'il était vraiment amoureux lui-même presque sexuellement de Paoli. Mais ça c'est plutôt l'exception. Mais généralement on pouvait parler d'amour envers ces hommes et d'amour vraiment intense. Et c'était un certain amour que j'appellerais érotique, surtout dans le cas de Washington. On voit ça chez les femmes, c'était admis très couramment. Mais même parmi les hommes, on voit par exemple, il y avait une série d'étrennes françaises où on parlait de Washington et on évoquait vraiment des réactions physiques. Est-ce qu'il y a des larmes qui sortent des yeux? Est-ce que tu sens le palpitement de ton cœur? Est-ce que tu veux l'embrasser, etc., etc. Et donc il y avait déjà ces sentiments physiques qui étaient évoqués simplement par la vue, par le regard du grand homme. Ce qui évidemment s'inscrit dans quelque chose qui a été revisité dans l'historiographie du régime émotionnel qui naît à la fin de l'époque des Lumières, au début de l'époque du romantisme, avec tous les bouleversements de la sensibilité qui trouvent là un domaine sur lesquels s'appliquer. Je voulais vous poser une question également sur presque un contre-exemple qui est dans le livre, mais qui est important dans le livre pour la Révolution française, c'est la figure de Robespierre. Parce que Robespierre, il n'est pas à cheval, mais il a quand même des formes d'adulation et des formes de culte qui lui sont rendues et des formes de concentration aussi du pouvoir à certains moments qui le rapprochent des saints que vous étudiez, mais en même temps, il a un rôle un peu à part. Est-ce que d'abord vous avez peut-être songé à faire un chapitre sur lui, ou est-ce que vous avez quand même décidé de l'inclure en parlant de Bonaparte parce que c'était une figure indispensable dans ce rapport individuel à la politique? Oui, en effet, j'ai pensé à faire un chapitre à part sur Robespierre. Enfin, j'ai décidé non, je ne vais pas trop concentrer le livre sur la France, même si je suis historien par formation, historien de la France. Mais Robespierre, c'est une figure vraiment qui, on dirait en anglais, he proves the rule. Parce que c'est quelqu'un qui, dès les débuts de la Révolution, c'était lui qui s'est exprimé de manière la plus forte contre le rôle des individus en politique. Donc déjà, en septembre 89, au moment où on commence à discuter de la constitution de la monarchie, c'est lui qui dit que que le roi doit n'être rien que l'agent automatique, l'agent neutre du peuple, que le roi ne peut pas avoir vraiment un pouvoir quelconque à lui, ni et surtout pas le veto. Et puis pendant toute sa carrière politique, c'est Robespierre qui a toujours dit qu'il faut qu'il n'y ait pas d'un homme qui sortirait de la foule, un homme qui sortirait de l'Assemblée, un homme qui pourrait l'emporter sur tous les autres hommes de l'époque. Il était toujours très méfiant à l'égard de Mirabeau, de Lafayette, de Danton, c'est sûr, évidemment, de plusieurs autres. Et donc, du coup, Robespierre n'a jamais voulu lui-même assumer le rôle d'un sauveur, d'une figure, d'un dictateur. Mais, par contre, parce qu'il y avait une attente et un désir de la part de beaucoup de monde dans la population française, et c'est tout à fait compréhensible, étant donné le chaos de l'époque, les guerres civiles, la Vendée, la révolte fédéraliste et tout, qu'il y avait et aussi le chaos, même la paralysie au sein de la Convention nationale, qu'il y avait le désir d'un sauveur. Et pour les Jacobins, ou pour ceux qui étaient de la montagne, c'était Robespierre qui était le candidat, le seul candidat possible. Et donc, si on fait confiance aux mémoires de Barrère, ça c'est quelque chose de différent, mais si on fait confiance aux mémoires de Barrère, c'est déjà Saint-Just qui dit à Robespierre qu'il faut que tu deviennes dictateur. Mais non, mais c'est pas seulement au sein de la Convention nationale, parce que c'est aussi dans la population, dans les sociétés populaires qu'on commence
en printemps 94 à entendre les gens qui scandent Vive Robespierre, il faut que Robespierre devienne chef de la nation. Il y a beaucoup de monde qui lui écrit, et même si évidemment ils veulent quelque chose de lui, quand même le langage qu'ils emploient, c'est un langage d'admiration, d'acclamation pour une figure charismatique. Et Robespierre, il est vraisemblablement un peu surpris par tout cela, il ne sait pas que faire de tout cela. Il y a un moment où il y a un jeune Anglais qui vient vers lui, il lui dit « Mais pourquoi tous ces gens viennent vers moi? Je n'ai rien à faire. Il y a beaucoup d'autres, et nous sommes toute une convention de 700 personnes, pourquoi ils viennent tous à moi ?» Mais c'est le seul candidat possible. Et aussi, comme vous le dites, il n'était pas du tout un personnage qui avait l'allure charismatique physiquement. Il était assez petit, un peu chétif lui-même, aussi toujours très raide avec sa perruque et tout. Il parlait d'une manière assez raide aussi. C'était pas un grand orateur à la manière de Mirabeau, mais quand même, à cause simplement de ses discours qui étaient d'une puissance absolument extraordinaire et de son rôle comme un des meneurs de la montagne du comité de salut public, beaucoup de Français ont commencé à le voir dans ce rôle. Un autre des personnages fascinants du livre, auquel vous consacrez un chapitre, c'est Toussaint Louverture, parce que d'une autre manière, c'est un peu un contre-exemple, puisque aussi bien Washington que Bonaparte, que Bolivar naissent quand même dans des milieux, on va dire, aristocratiques au sens large, aisés, et peuvent accéder assez simplement aux élites, ensuite dirigeantes. Ensuite, ils ont un parcours très particulier, mais ils ne sont quand même pas nés dans la marginalité. Toussaint Louverture, c'est un ancien esclave. Il est africain d'origine, et donc ici... En quoi ça a été plus compliqué pour lui? Alors pas du tout dans le détail narratif de comment il arrive au pouvoir, mais la construction de sa figure charismatique, est-ce qu'elle a été rendue plus compliquée par ses origines, et en particulier par ses origines africaines? Ah oui, absolument. Toussaint Louverture, je voudrais souligner bien sûr que les 5 cas ils ont tous des différences. Je ne veux pas dire évidemment que ce soit tous précisément de la même moule, mais Toussaint Louverture, c'est probablement ce qui est le plus différent pour les raisons que vous expliquez, qu'il est né à Saint-Domingue, mais il est né esclave, il est libéré de l'esclavage plus de 12 ans avant la Révolution française déjà. Il possède des esclaves lui-même. C'est aussi très intéressant. Il veut établir une plantation. Pour Toussaint Louverture aussi, lui, il incarne plusieurs formes de charisme. Donc, par exemple, il y a un charisme qu'il incarne avec la population d'anciens esclaves, la population d'origine africaine de Saint-Domingue. Et là, c'est quelque chose de... C'est un charisme qui est beaucoup plus difficile pour moi de cerner parce qu'il y a beaucoup moins écrit. On peut essayer de lire entre les lignes, évidemment, des descriptions, mais c'est surtout des descriptions de lui avec son armée. C'est un charisme qui est fait dans les conditions, par des rapports personnels, parce que la plupart des gens qui le suivaient ne savaient pas encore lire. Donc c'est un charisme un peu différent et un charisme auquel je n'ai pas beaucoup d'accès. En tout cas, c'est un charisme que j'ai mis à part un peu délibérément à cause de cette différence. Et ce que j'ai voulu souligner par contre, c'est que Toussaint Louverture bénéficiait aussi d'un charisme construit dans la presse écrite et construit en grande partie, pas tout à fait, mais construit en grande partie par des Blancs, par des Français, dans les journaux français, dans les pamphlets, etc. Et c'était en partie pour la population française, aussi pour la population atlantique, la population britannique, américaine aussi, surtout ceux qui soutenaient l'abolition de l'esclavage. Et là encore, c'était quelque chose de très compliqué parce que pour les officiers de l'armée française qui étaient à Saint-Domingue, il y avait plusieurs qui disaient voilà, c'est un noir, donc il doit être inférieur. Mais vraisemblablement, il a fait une impression vraiment très extraordinaire sur beaucoup de ces officiers, beaucoup des agents de la France qui sont venus et étaient absolument surpris, absolument éberlués, c'était incroyable pour eux qu'un Inuit, qu'un ancien esclave pouvait parler si bien le français, pouvait avoir un tel sens de stratégie militaire qui pouvait créer toute une nation derrière lui. Et donc, il commençait à le voir
par le modèle des autres. On l'appelait le George Washington des Caraïbes. On ne faisait pas la comparaison avec Paoli, mais avec Washington très souvent. Et la description qu'on a de lui dans la presse française, dans la presse américaine, dans la presse britannique de l'époque rappelle les descriptions de Paoli, de Washington, aussi de Bonaparte, dont les carrières étaient aussi assez parallèles, parce qu'ils étaient tous les deux généraux de la République, ils étaient tous les deux des généraux qui sont devenus presque autonomes dans leur relation avec le directoire, qui se sont tous les deux des généraux qui voulaient prendre le pouvoir jusqu'à une certaine mesure, ou puis tout simplement prendre le pouvoir. Et donc, du coup, on voit donc les similitudes, les relations avec les autres 5 hommes. Votre livre a une double conclusion, une conclusion méthodologique et une conclusion plus politique, pour montrer pourquoi ce modèle, en quelque sorte, du charisme démocratique, il a des conséquences bien après, des conséquences idéologiques, avec des gens comme Hegel ou Carlyle qui réfléchissent au modèle du grand homme, à son rôle dans l'histoire, passif, actif, etc. Des conséquences aussi très pratiques, avec des gens comme Garibaldi, Louis-Napoléon Bonaparte qui vont reprendre ça. Et des conséquences aussi, peut-être jusqu'à nos jours, ce livre, il a été écrit principalement sous le mandat de Trump. Est-ce que c'était aussi une manière pour vous, comme historien, d'historiciser le moment démocratique, compliqué dans lequel vous étiez ? Je pense dans une certaine mesure. Ceci dit, j'ai commencé les livres avant le mandat de Trump. J'ai conçu les livres. Avec le charisme très différent d'une autre figure qui était d'Obama. Oui, absolument. Donc c'était un moment un peu plus plein d'espoir, je dirais. Aussi, j'avais lu le livre de Jean-Claude Monod qui est sur qu'est-ce qu'un chef en politique du charisme, où là, il a présenté la figure charismatique comme quelqu'un qui pouvait, d'une certaine manière, briser le gel, briser la paralysie dans les sociétés démocratiques modernes. Évidemment, l'histoire n'est pas tournée dans cette direction. C'était une autre histoire que nous avons vécue, malheureusement. Et donc, mais j'ai beaucoup réfléchi, évidemment, sur cette histoire au moment de la vivre sous le mandat de Trump. J'ai trouvé malheureusement que Trump, même si voilà, c'est un personnage que personnellement, politiquement, j'ai aucune sympathie pour lui, mais il fallait quand même admirer son sens des médiatiques. Parce que Trump, il avait un certain génie malin pour contrôler les médias sociaux, les réseaux sociaux, aussi pour se présenter sur la télévision. Il savait très bien comment construire toute une audience, construire un public derrière lui, de parler aux gens. Et c'était malheureusement, à mon avis, pour les États-Unis, c'était un succès assez énorme pendant très longtemps. Il ressemble peut-être le plus à Bolivar, au moins sur un point, c'est le narcissisme assez délirant que vous montrez de Bolivar, le Libertador, mais aussi le Libertador très imbu de lui-même et de sa personne, qui se compare à Sisyphe ayant uni tout un continent, construit toute une nation. Là, on voit que le charisme, certains peuvent le prendre peut-être trop au sérieux dans leur propre construction politique. Mais oui, mais je pense en fait que tous les 5 avaient ce narcissisme d'une certaine manière. Washington, c'est le cas le plus compliqué parce qu'il voulait construire une image de lui comme ce Romain républicain, vertueux, réservé, qui n'aimait pas la familiarité des gens, qui ne voulait pas qu'on lui pose des questions sur son petit déjeuner, ni sur sa façon de s'habiller le matin, et qui voulait absolument suivre l'exemple de Cincinnatus en donnant sa démission de l'armée et puis de la présidence des États-Unis. Ceci dit, Washington aussi il avait beaucoup de soucis pour sa réputation, énormément de soucis pour sa réputation. Il était le plus grand fan de Washington, pour ainsi dire, et on voit vraiment ce narcissisme, bien sûr chez Napoléon Bonaparte, et bien sûr aussi chez Toussaint Louverture. C'est une partie grâce aux histoires qu'ils avaient vécues, parce que quand même c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez un Bonaparte né à Ajaccio, de la petite noblesse corse, de devenir le conquérant de tout un continent, mais comment ne pas devenir un peu narcissiste après une expérience pareille? Bolivar, la même chose. Toussaint Louverture, c'est même un trajet même plus extraordinaire, si vous y pensez. Cet ancien esclave qui est devenu le chef général de l'armée française, gouverneur d'une colonie française et le père d'une nouvelle nation. C'est quand même des exploits qui sont vraiment extraordinaires, inouïs, et on voit c'est très compréhensible pourquoi ils sont devenus tous si narcissistiques, pour ainsi dire.
Vous l'avez dit, vous êtes historien de la France au départ, vous avez étudié à Paris. D'abord, est-ce que c'est important pour vous que le livre soit traduit en français? Et puis, est-ce que c'est important aussi parce que l'historiographie française a très longtemps eu une forme de mise à distance du grand homme et de son rôle dans l'histoire? Alors, votre livre ne consiste pas à réhabiliter le grand homme, mais il y a une tradition, des annales, on va dire, pour faire vite, qui consiste à porter beaucoup d'attention aux forces sociales. Donc, est-ce que pour vous, c'est important d'en débattre en français? Ah oui, absolument. Mais tout d'abord, voilà, j'ai fait, comme vous le dites, j'ai fait des études en France. Je suis formé que je suis historien de la France. Les premiers livres que j'ai écrits sont tous sur l'histoire française du XVIIIe siècle, de la Révolution, de l'époque napoléonienne. J'adore la France d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amis, de collègues ici. Donc pour moi, c'est très important déjà d'être en discussion avec les gens ici. C'est beaucoup plus facile, évidemment, par le biais d'un livre qui soit traduit en français. Et ce livre, je suis très, très heureux parce que j'ai tombé sur des traducteurs vraiment d'un talent énorme qui ont très très bien traduit le livre. Et ça aussi, c'est très important. Et Fayard a fait vraiment des merveilles pour produire un livre qui est lisible et très 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 et même un très beau livre à mon avis. Je dirais ça bien sûr. C'est mon avis à moi, mais c'est Pierre-Emmanuel Deza et Aude de Saint-Loup qui ont traduit le livre. Oui, c'est ça, tout à fait. Et je leur suis très reconnaissant. Mais d'ailleurs, comme vous le dites, aussi, il y a des choses un peu plus, voilà, des raisons aussi plus intellectuelles pour que je veuille me débattre avec les Français, parce que je suis aussi, comme presque tous les historiens de la France de ma génération, nous sommes tous des enfants des annales. J'ai grandi en lisant Brodel, en lisant Le Goff, en lisant Le Roi Ladurie et beaucoup d'autres, et d'apprendre cette manière de faire l'histoire, qui est surtout une histoire collective, où on ne prend pas très au sérieux les vies des grands individus. Et j'ai même lu des œuvres précoces de François Furet où il dit voilà, que tout l'avenir de l'histoire sera l'histoire sérielle, l'histoire collective, etc. Le livre que j'ai fait, je suis toujours d'une certaine manière l'enfant des annales parce que je ne veux pas retourner à Thomas Carlyle. C'est le moindre. Je ne suis pas du tout de cette idée-là. Je ne veux absolument pas dire que ce sont les hommes qui ont fait l'histoire, les hommes qui ont fait la France. Absolument non. C'est précisément, mais je veux quand même prendre au sérieux l'idée que les individus ont un certain rôle dans l'histoire, mais c'est un rôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un rôle qui est en partie construit pour eux. C'est un rôle qui est construit dans la culture. Je suis aussi historien, je suis aussi enfant de ce qu'on appelle le tournant culturel dans l'historiographie américaine, dans l'historiographie française. J'ai été influencé par des historiens comme Roger Chartier, Keith Baker, Lynn Hunt, beaucoup d'autres de la génération précédente. Et donc, j'ai essayé de montrer comment on peut mettre l'histoire des grands hommes dans un cadre culturel, montre comment ce rôle est construit, comment ils entrent dans ce rôle. Ceci dit, au bout de compte, il faut aussi reconnaître que le personnage n'était pas pour rien, que les personnages avaient quand même une certaine autonomie, une certaine indépendance. Si on étudie la vie de ces 5 personnages, c'est tout à fait évident que leur caractère individuel, ça comptait pour beaucoup. Si Bonaparte, par exemple, il a failli être assassiné en 1800, s'il était assassiné en 1800, l'histoire de la France aurait été tout à fait différente. On aurait probablement vu le rétablissement de la monarchie des Bourbons d'une façon précoce. Toute l'histoire ultérieure aurait été très différente. Donc, l'individu compte pour quelque chose, mais mais c'est pas eux qui font leur propre histoire, comme le disait Karl Marx. Le poids des générations antérieures quand même pesait sur eux de manière très forte. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent? Mais j'ai beaucoup de conseils de lecture. Je dirais qu'un livre qui a compté beaucoup pour moi dans la rédaction de mon livre et qui m'a beaucoup influencé, c'est le livre Figure publique d'Antoine Lilti. C'est un collègue français, un collègue dont j'ai beaucoup appris, dont la manière d'approcher l'histoire culturelle était très important pour moi. Et évidemment, la célébrité, qui est le sujet de son livre Figure publique, a beaucoup influencé l'interprétation que j'ai faite des hommes charismatiques du XVIIIe siècle. Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.